Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Tu nous parles d'abord de ton épisode de Contact. Qui est parfaitement lié à l'actualité. Charles Gave, investisseur depuis 50 ans, fondateur de ce qu'on appelle ici l'Institut des libertés, qui est déjà venu à l'émission, qui a son franc-parler et suscite beaucoup de réactions toujours, et qui a une connaissance aiguë des marchés parce qu'il a vécu à Londres et à Hong Kong. Une des conclusions de cette conversation, c'est que le centre du pouvoir est en train de se déplacer, que New York, qui est la principale place financière du monde, va sans doute céder sa place à Hong Kong, que le dollar américain, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine, n'a pas fini d'être malmené, ne sera probablement plus la monnaie de réserve, peut-être pas demain matin, mais très bientôt, que le yuan chinois et peut-être un panier de devises asiatiques associées à l'économie chinoise pourrait devenir cette valeur refuge, cette monnaie de réserve à terme. En tout cas, elle est beaucoup moins volatile, ou elles le sont beaucoup moins, ces monnaies, que ne l'est en ce moment le dollar américain. Ça dit quelque chose. Je te propose un extrait. C'est intéressant parce qu'il dit il faut aussi collectivement se préparer à l'idée qu'il va y avoir des chocs. Et particulièrement ceux qui sont dans l'esprit du contrat tacite qui lie l'État aux citoyens. Des États, on parle ce matin au Québec beaucoup de la décote, de la dette québécoise. C'est un thème aussi qui résonne en Europe, qui bientôt aux États-Unis va se faire entendre, je t'assure, parce que la dette est ce qu'elle est. Et donc tous ceux qui en ce moment, ne profiteront pas de la crise pour se questionner sur leurs vieux jours en particulier. Est-ce que les promesses faites aux futurs retraités seront tenues? Il y aura peut-être des lendemains pénibles pour certains. Je te propose de l'écouter. Tous ceux qui ont confié leur vie à l'État, qui ont vendu leur liberté pour de la sécurité, vont tout perdre. Et tous ceux qui sont restés indépendants et autonomes vont se retrouver dans une situation bien meilleure. Donc c'est tous les craintifs, tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, eux, ils vont en prendre plein la tête et quelque part, ils auront ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ont trahi l'idéal de liberté pour une sécurité. Ouais, assez... épisode de Contact. Brutal. Oui, c'est pas rassurant. Bon, oui, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Je partage ça en bonne partie. Tu peux t'assurer que dans ma vie personnelle, je m'occupe de mes affaires, je les laisse pas reposer sur l'État. Je peux te rassurer là-dessus si tu veux parler de moi et de ma famille. Je n'étais pas inquiet, mais je crois que... et ce qu'il dit aussi, c'est intéressant, c'est les créateurs, que ce soit des créateurs de richesse, des créateurs dans leur vie, du destin qu'ils ont entre leurs mains, seront dans le monde d'aujourd'hui probablement davantage récompensés qu'ils l'ont été dans le passé, parce qu'on est collectivement dans un système où on a accepté effectivement de transférer certaines de nos responsabilités à l'État. Est-ce que cet État en aura encore demain les moyens? C'est la question qu'il pose. Je suis aussi d'avis que ça risque d'être difficile. Madame Meloni d'Italie à Washington, Monsieur Rubio, le secrétaire d'État américain à Paris. Comment vont les liens États-Unis-Europe? Et il reste du monde parce qu'il y a un personnage qu'il faut pas oublier, qui est important, qui est attendu à Washington pour des négociations qui vont donner probablement un indice de ce qui va se passer dans les prochaines semaines à tous les pays qui négocient avec Washington. C'est le représentant du gouvernement japonais, Monsieur Akazawa, qui est à l'économie un peu ce que Steve Witkoff est à la diplomatie, c'est-à-dire que c'est un politicien à Akazawa, mais sans grande expérience en matière économique. C'est depuis quelques mois le ministre japonais responsable de la revitalisation économique. C'est lui qui est dépêché à Washington pour entreprendre ces négociations, alors que le premier ministre japonais dit que ça va pas être facile. Je pense que c'est de bonne guerre d'ailleurs de dire que ça va pas être facile, ne serait-ce que parce que s'il devait y avoir une entente entre Tokyo et Washington, il pourrait toujours dire wow, ce Trump est un redoutable négociateur, même s'ils sont contents du résultat. Donc, il y a deux niveaux de négociation, niveau public et les enjeux fondamentaux. Et ça s'amorce aujourd'hui, alors que on reçoit aussi Madame Meloni. Mais dans le cas du japonais, on est vraiment dans la négociation concrète. Et je pense que M. Trump va avoir besoin rapidement de la démonstration
de ce qu'il y a des possibles débouchés, qu'il y a des ententes qui sont négociables. Sinon, on va se retrouver maintenant dans moins de 90 jours, le 8 juillet prochain, dans un monde où rien n'aura changé et où, on l'a vu, ça peut être extraordinairement chaotique. Donc, ne pas oublier ces rencontres. Puis, si je parle des Japonais, c'est que c'est les premiers à se présenter. Ce sont des alliés historiques des Américains. C'est pas un petit joueur non plus, le Japon. Non. Et ils ont des autos. Il y en a beaucoup qui sont assemblés aux États-Unis, qui passent donc sous les droits douaniers, mais ils en exportent aussi du Japon à 25%. Ils veulent trouver donc une solution à suivre. Et à côté de ça, celle qu'on dit capable de chuchoter à l'oreille du président, Mme Meloni, qui était présente à Mar-a-Lago avant l'investiture, qui était présente à l'investiture, qui politiquement partage beaucoup de sensibilité avec M. Trump, qui a pris la peine, et c'est rare en Europe depuis quelques semaines, de créer des distances entre ceux qui ont critiqué sans aucune réserve le président en disant « faisons attention, il y a une relation, il y a une histoire qui nous lie aux États-Unis », donc qui est probablement une de celles de ceux en Europe qui ont la meilleure entrée à la Maison-Blanche, peut-être même mieux que Macron, qui se dit l'ami, et Trump l'a confirmé, des États-Unis et du personnage. Elle ne peut pas négocier pour l'Europe. Elle n'a pas d'autorité, c'est l'Union européenne. Le problème, c'est que on refuse à Washington de recevoir les représentants de l'Union européenne. C'est d'ailleurs un des thèmes de la conversation que j'ai eue avec Charles Gave, dont je te parlais tout à l'heure, qui dit la légalité des processus. Évidemment, les autorités européennes sont légales. Sont-elles légitimes? Et ça, le président Trump questionne la légitimité de l'Europe. Ce qui fait que la représentante pour venir négocier, Mme von der Leyen, ou les représentants commerciaux, sont boudés par Washington. Mme Meloni est là. Elle l'a dit, pas pour court-circuiter l'Union européenne, mais pour faire en sorte d'abord qu'elle soit entendue, parce que l'Italie, c'est quand même le deuxième pays derrière l'Allemagne à avoir le plus important déficit commercial du point de vue des Américains dans les échanges. C'est un pays qui exporte beaucoup vers les États-Unis. Et c'est là aussi, s'il y a les Japonais, c'est là aussi qu'on aura les premières indications sur ce que, oui ou non, Trump est sensible à ce que disent les Européens. Elle négocie pas, mais il va y avoir de la communication en fin de journée. Puis il faut se rappeler qu'elle retourne rapidement chez elle pour attendre qui? Le vice-président Vance, qui va être premier vice-président catholique de l'histoire américaine, qui se présente à Rome, congé pascal. On veut bien faire les choses. Alors, tout ça a l'air être du ballet diplomatique, mais compte tenu des enjeux, c'est super important. Je serais très curieux de les entendre tous les deux plus tard en journée. Et tu disais Marco Rubio, à Paris avec Steve Witkoff, à l'Élysée, au moment où on se parle, pour prendre le pouls de négociations qui sont pour l'instant à peu près mortes entre l'Ukraine, la Russie et les Américains et les Européens qui aimeraient bien participer à ces conversations, mais tout se fait de manière bilatérale. Les Russes et les Américains se parlent, les Ukrainiens et les Européens se parlent. Pendant qu'on placote lentement, il y a des bombardements comme jamais sur l'Ukraine, hein, avec des morts. Et je suis même pas sûr qu'on placote lentement. On placote à peine parce que il y a pas beaucoup. C'est un électroencéphalogramme qui est plat. C'est une mauvaise nouvelle en général quand tu vois ça apparaître sur l'écran. Et oui, les Russes, eux, sont actifs, profitent de leur avantage sur le terrain et vont s'arranger pour contrôler le maximum de l'espace géographique que sont les territoires convoités avant peut-être de dire on est prêt à négocier. Ouais. Et je rappelle, je termine là-dessus, les Ukrainiens demandent aux Américains, non pas de leur donner, mais de leur vendre des systèmes antimissiles patriotes. Et pour le moment, la Maison-Blanche, le Pentagone, refuse de vendre. Donc, pression maximale pour que les Ukrainiens peut-être n'aient pas le choix que de négocier. Bon. Tu nous parlais hier, tu nous as préparé le terrain pour cette nouvelle réalité que vit la France, des attaques contre des prisons, des gardiens de prison, un peu, tu parlais de la mexicanisation, le genre de scénario qu'on a vu au Mexique avec des narcotrafiquants qui faisaient la pluie et le beau temps, mais en menaçant toute la société, là. C'est extraordinairement intéressant et très inquiétant. Si ça se passe en France, ça se passe ailleurs en Europe, puis ça pourrait se passer très bien chez nous au Canada. Je dirais l'incident qui a le plus glacé le sang, c'était en mai dernier. Je sais pas si tu te souviens, c'est un petit caïd, Mohamed Amra, qui avait été libéré par un gang armé alors qu'il était en déplacement avec des gardiens qui l'accompagnaient de la force pénitentiaire.
Et on a choisi sciemment de les abattre à bout portant, c'est-à-dire que libérer Amra était une chose, mais il y avait aussi un message, on a peur de rien. Et c'est à la Kalachnikov, à bout portant, à ce payage, à ce poste de payage, qu'on a tiré sur ces agents. 2 sont morts. On a mis des mois avant de remettre la main sur Amra. Il était planqué en Roumanie. Ça s'est passé il y a quelques semaines. La police française, les enquêteurs ont été mobilisés donc pendant de longs mois pour le retrouver. Et c'est un peu la suite de ça. La France qui a décidé de se donner les moyens d'avoir plus de mordants dans sa loi ou dans ses lois, en particulier en concentrant les principaux caïds de l'industrie des narcos, les caïds de la drogue, dans 2 pénitenciers hyper sécurisés et qui seront hermétiques parce que ce qu'on a compris, c'est qu'ici, tu es en prison, mais tu t'occupes de ton petit business sans aucun souci, avec des téléphones, avec des visites, avec des gens qui sont censément ta sœur, mais qui en fait sont ta blonde et avec qui tu peux avoir des relations sexuelles. Il y a vraiment un laxisme auquel veut mettre terme 2 personnages qui d'ailleurs ont des ambitions politique présidentielle, le ministre de la Justice, M. Darmanin, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et là, parce que ça semble faire peur, cette menace, c'est les narcos, parce qu'on présume aujourd'hui que ce sont eux, qui depuis quelques jours se sont attaqués, mais frontalement, aux institutions, à la justice et spécialement au système pénitentiaire. À Toulon, on a attaqué la Kalachnikov, l'entrée. C'est les résidences de certains gardiens qui ont été attaqués. C'est ça, on est rendu dans la vie personnelle des gardiens de prison. En fait, ici, c'est le précédent qu'on a au Québec. Nous autres, c'est les deux gardiens de prison auxquels s'en était pris le célèbre Mom Boucher, le tristement célèbre Mom Boucher. C'est l'exemple qu'on a. Et ça n'avait pas duré longtemps. C'est-à-dire que quand on a compris que les motards allaient s'attaquer directement à ce qu'on pourrait appeler le monopole légitime de la violence, c'est une théorie qui avait été développée par le sociologue Weber, c'est-à-dire que normalement, l'incarnation de l'État, c'est l'État et les moyens pour imposer la répression. Quand tu contestes ça, quand tu t'attaques aux représentants, quand tu intimides, c'était la méthode pendant de nombreuses années de la mafia italienne qui s'est attaquée à terme aux juges, aux magistrats dans l'ensemble, aux gardiens de prison, aux policiers. Tu crées la peur et c'est normal. Et c'est ce qu'en ce moment, on vit en France. 12 attaques dans les derniers jours au nom d'un collectif dont on n'avait jamais entendu parler, DTP. Alors c'est j'essaie de me rappeler de l'acronyme. Oui, c'est ça, c'est la défense des prisonniers français, le DDPF. Mouvement dont on n'avait jamais entendu parler. On a pensé un temps que c'était peut-être la gauche radicale, mais ça ressemble beaucoup à des narcos qui ont décidé de se faire entendre et de rappeler qu'ils ont des moyens. Un peu comme Trump qui a, en début de mandat, dit « Je pourrais faire en sorte que les cartels des narcos soient considérés comme des organisations terroristes. » Sachant qu'il y a des résultats, il y a des dangers, parce que ces organisations sont capables de déstabilisation terroristes. Ils en ont les moyens, peuvent cibler l'armée, les policiers, l'ensemble de ce qui représente la puissance d'État. C'est ce qu'on vit en France. C'est sérieux. Et si j'en parle, c'est parce que c'est un test. C'est un test qui est imposé à l'État français. Et si on le fait ici, on pourrait le faire ailleurs. À suivre. Merci Stéphane. À demain. Salut Mario.